Jusqu'à midi, c'est le grand direct de la santé avec Thomas Joubert et ses spécialistes. On parle de régime après les fêtes. Et après les fêtes, il faut réparer les dommages subis par la succession de repas festifs et reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Il est grand temps de reprendre son alimentation en main. Et évidemment, Jean-Michel Cohen est avec nous ce matin pour nous aider dans ce travail. Est-ce qu'on se met au régime tout de suite après les fêtes, Jean-Michel ? C'est la tradition. En général, c'est la tradition. Il y a même beaucoup de gens qui attendent le début de l'année pour se mettre au régime, qui ont envie de le faire au début du mois de décembre. Et qui ça fait partie des bonnes résolutions. On parlait à l'instant du sport. Mais qui vont le faire. Et en même temps, ils vont le faire en se disant, je vais passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, c'est pas la peine de me priver avant. Alors, le danger dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, ils prennent encore un peu plus de poids pendant la fin de l'année, justement, parce en période de cette période de restriction, et ils vont débuter les régimes. La mauvaise histoire, c'est que la plupart du temps, ceux qui démarrent les régimes en janvier, ils veulent démarrer tout de suite sur des rythmes, sur des chapeaux de roue. Et en fait, c'est vraiment l'inverse. Il faut comparer les régimes ou les réalimentations alimentaires. Il faut les comparer à un jogging. Ça veut dire qu'il faut une période d'échauffement. Donc, il faut se mettre en forme. Alors, quand on dit les bonnes habitudes alimentaires, moi, ce qui m'énerve, c'est les lieux communs. Ça veut dire que on entend partout des recommandations qui, à force d'être infaisables, deviennent quasiment déprimantes. C'est-à-dire que elles nous anesthésient toute volonté. Première chose, j'en parlerai plus longuement cette année, les rythmes alimentaires traditionnels, comme on les a vécus avec petit déjeuner, dîner, ils sont cassés. C'est pas la peine de se faire d'illusions. Très très peu de gens aujourd'hui, il en reste encore, mais très peu de gens aujourd'hui jouent le jeu du petit déjeuner, dîner avec le repas à trois composantes, etc. Donc ça veut dire que quand on recommence à contrôler son alimentation, il faut l'adapter à ses propres rythmes alimentaires. Donc il y a eu des articles qui ont démontré récemment, par exemple, que le petit déjeuner n'a rien d'obligatoire, que c'est pas un repas sacré comme on l'a raconté, et surtout les vendeurs de céréales. Et donc peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à prendre un petit déjeuner, mais ont besoin d'une collation à 10h, besoin d'une collation à 4h d'après-midi ou besoin d'une collation le soir. Donc il faut commencer par adapter le rythme alimentaire à ses propres habitudes alimentaires. Ensuite, deuxième chose, dans un régime, il ne faut pas avoir faim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez faim dans un régime, c'est grillé. Donc la faim, elle se combat de deux façons. Elle se combat d'abord en arrêtant d'éliminer tous les produits, c'est-à-dire qu'il y a des tabous qui se sont formés, comme les pâtes, les pommes de terre, je parle des pommes de terre bouillies, des frites, comme le pain, etc. Non, c'est pas une question de quantité aussi. C'est une question de quantité à chaque fois. Il faut pas avoir faim, donc ça veut dire qu'il faut avoir du volume alimentaire. Alors c'est vrai que c'est agréable de consommer des potages, des légumes vapeur, etc. La difficulté, c'est que les Français les cuisinent pas toujours bien, donc ils éprouvent pas de goût à les cuisiner. Donc une des bonnes résolutions de cette année, c'est essayer de cuisiner avec astuce, pas forcément en prenant longtemps, mais avec astuce les aliments. Ça veut dire que cuire des légumes dans un bouillon de viande donne du goût aux légumes, par exemple. Marcel. Oui, vous avez dit que dans un régime, il ne faut pas avoir faim. En revanche, c'est ce qu'il ne faut pas être à l'écoute de sa faim, c'est-à-dire de manger, pas systématiquement parce que c'est l'heure, mais manger quand on a faim. C'est exactement ce que je dis. Ça veut dire que ce sera le message de cette année. C'est-à-dire ça suffit de nous avoir bassinés à nous expliquer qu'il fallait prendre le petit déjeuner entre 7h et 9h, le déj entre midi et 2h. C'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui font plus ça. La plupart d'entre nous aujourd'hui, et notamment quand ils font attention à leur ligne, soit suppriment le petit déjeuner, soit suppriment les déjeuners, soit suppriment le dîner. Ils le font des fois par goût personnel. Mais à ce moment-là, c'est pas un problème du tout. Ce qui compte, c'est la valorisation énergétique de tout ce qu'on mange dans la journée. Donc rien n'interdit d'avoir, par exemple, pour quelqu'un qui aime pas le petit déjeuner, un déjeuner un peu plus conséquent, un dîner un peu plus conséquent, et de mettre une micro-collation vers 17h, ce qui correspond d'ailleurs aux habitudes des Français à l'heure actuelle, ou même de grignoter ses carrés de chocolat avec un bout de pain à 10h le soir. Et ça, c'est de l'adaptation alimentaire. Quand on a dit le mot régime, d'une façon générale, on a traité les régimes toujours sous l'angle des régimes restrictifs. Ça veut dire que le régime, il commence à partir du moment où vous mettez en place une règle alimentaire. Que ça soit, j'exclus le gluten, j'enlève le lait, ou je décide de plus manger de pain à table, etc. C'est déjà un régime alimentaire. Les régimes, par extension, tout le monde a raconté que c'était les régimes restrictifs, alors ça a été haro sur les régimes à un moment donné, qu'on m'explique quand même aujourd'hui comment faire maigrir, dans l'état actuel de la science, un individu à qui on dit tous les jours, il ne faut pas grossir, sans lui donner un régime qui soit légèrement ou modérément restrictif par rapport à ce qu'il mangeait auparavant. Et on l'adapte à chaque personne. L'adapte à chacun. Moi, j'avais toujours entendu dire que dès qu'on privait notre corps d'une alimentation, dès qu'on saute un repas, il a tendance à se jeter sur le repas suivant et à stocker les graisses en disant d'ici qu'elle me refasse 2 fois le même coup, au moins j'aurai des réserves. Non, alors c'est plus un mécanisme comportemental qu'un mécanisme métabolique, c'est-à-dire que le corps qui appelle ce genre de choses. C'est-à-dire que quand vous mettez en restriction, par exemple, je donne l'exemple des gens qui sautent le repas du midi, ce qui m'arrive moi aussi de temps en temps. Il y a une espèce de bonne conscience quand on arrive au repas du soir à avoir sauté le repas du midi, ce qui nous permet de décompenser beaucoup plus facilement sur le repas du soir. Et comme en même temps le corps nécessite
un certain nombre de choses à consommer, alors effectivement, il peut y avoir des rapages. Donc ces périodes de trop fortes restrictions entraînent en général des périodes de défrustration derrière. Et là, on mesure plus ce qu'on consomme. Marcel ? Oui, pour s'organiser, puisqu'on parle souvent d'exercice physique, alimentation et exercice physique, comment vous organisez ça ? Il y a eu un test qui a été fait, on a comparé 3 groupes. On a comparé les gens qui débutaient un régime à des gens qui se contentaient de faire de l'exercice physique, à des gens qui faisaient en même temps un régime et de l'exercice physique. Et le groupe qui a été le plus performant et qui a réussi à arriver à son objectif, ça a été le groupe qui a démarré exercice physique associé à une prescription d'un régime ou à un contrôle alimentaire. Pourquoi ? Parce que faire du sport est un acte d'engagement. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous engagez, vous vous rappelez. C'est pour ça que c'est très important la stimulation. Et ce qui a été intéressant dans les nouvelles technologies, ça a été qu'on pouvait stimuler les gens en permanence, que ça soit les compteurs de calories, les alertes SMS, les coachings internet, etc. C'est ça qui a été intéressant, c'est la stimulation. Le régime, c'est une affaire surtout d'accompagnement et d'engagement. Et l'engagement, ça peut être le sport. Alors contrairement à ce qu'on racontait tout à l'heure, je ne crois pas qu'on aille 3 fois par semaine au sport, etc. Et dans les salles de gym, la plupart des gens qui s'inscrivent, il y en a 80% qui n'iront qu'une fois et il y a que 20% qui continuent à y aller. Donc, mais faire du sport, c'est ce qu'on appelait nous du temps, pardon, je suis pas vieux, de Jean Trémolière, la mécanothérapie. Mécanothérapie, c'était bouger. C'était pas forcément devenir un athlète, c'était donc bouger. Marcher, prendre les escaliers ou des escaladeurs. L'OMS conseille 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est 7 km à payer. Mais si on fait 5 000 pas par jour, ça suffit à maintenir son poids. Mais c'est très important. Un minimum d'activité physique. Jean-Michel, vous avez parfaitement donné toutes les informations, oui, mais c'était pas ma question. Ma question, c'était comment on organise. On dirait Jean-Marc Morandini. Marcel Ichou, il a pris des cours avec Jean-Marc. C'est-à-dire que j'avais pas compris. Mais j'ai bien compris. Je suis embrouillé par l'alcool de la veille et de ce que vous avez trop bu hier. C'est simplement. Répondez, Jean-Michel Cohen. Alors, d'abord, pour ceux qui veulent maigrir, une étude a démontré que on maigrissait mieux quand on faisait du sport à jeun que quand on le faisait pas à jeun. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Les gens se posent toujours la question. Donc, il paraît que quand on fait du sport à jeun, la dépense énergétique est plus forte et la mobilisation des graisses est plus forte. Alors, il faut pouvoir le supporter. Il faut pas tomber en hypoglycémie pour ça. Maintenant, l'exercice physique, ça se pratique en tout cas après un repas, toujours 1h30 à 2 heures après un repas pour que le temps de digestion soit fait, pour que ça soit plus facile. Quand en fin de journée, faire de l'exercice physique, moi, je suis d'accord avec vous, Marcel. Ça veut dire qu'il y a une baisse du cortisol en fin de journée. Donc, ça veut dire que l'intensité de l'effort, il sera pas aussi bon que quand il est pratiqué dans la matinée. Compris, hein. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Marcel? Parfaitement, Jean-Michel, même au-delà de mes espérances. Vous êtes avez parfait. une petite extinction de voix. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Angeline au standard d'Europe 1. Bonjour Angeline. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année à vous. année. Merci de nous écouter chaque jour sur Europe 1. Vous nous appelez de Corse. En plus, ça nous fait très plaisir d'avoir une Corse sur l'antenne ce matin. Et vous aviez évidemment, comme beaucoup de gens, envie de reprendre vos bonnes habitudes alimentaires après les excès des fêtes. Tout à fait. Alors moi, je me demandais si c'était vraiment important de boire beaucoup d'eau, et notamment ce qu'on dit souvent, de l'eau citronnée. Ah, pour effectivement essayer de purger un petit peu son corps, c'est ça? Le mécanisme, oui, voilà. Pastis, hein, de citronné, hein, vous avez dit. Hein. C'est jaune aussi, mais c'est pas pareil. Ça a des meilleurs effets. Bon, c'est une question qui est toujours embarrassante parce que la réalité, c'est ce qu'expliquait un urologue très très bien à la télévision il y a quelques années. Plus vous buvez d'eau et plus vous avez les urines claires, et moins vous buvez, plus vous avez les urines jaunes. Simplement parce que le besoin en eau est un besoin fondamental. Et vous avez, en dehors des bébés, des personnes âgées ou des personnes qui ont une dégénérescence cérébrale, vous avez en général un signal d'appel qui est la soif. Donc il n'y a pas besoin de se surhydrater. Quand vous vous surhydratez, vous irez plus souvent uriner. Voilà ce qui se passe. Donc vous n'avez pas besoin de boire plus d'eau. Vous avez besoin de boire quand vous avez soif. Ouais, ça fait pas maigrir en fait. Non, ça fait pas maigrir. C'est un vieux leurre. Ça a été un vieux marketing qui est d'ailleurs interdit désormais. Ouais, cela dit, c'est vrai qu'il y a une action de mettre quelque chose dans sa bouche, dans son corps, et on a l'impression d'un espèce de satiété un petit peu. On jouait là-dessus parce qu'on pense que quand on boit, on assure une réplétion gastrique, c'est-à-dire qu'on augmente le volume on met dans l'estomac quelque chose. Sauf que c'est un effet qui dure extrêmement peu, et donc on n'a pas d'action vraiment évidente de ça. Oui, alors, sauf dans certaines situations précises, qui sont les gens âgés, qui perdent un peu cette sensation de soif, les gens qui font des infections urinaires, parce que très souvent, il y a un manque d'hydratation, et puis parfois, dans certaines conditions, des gens qui font des calculs. Donc, il faut adapter aussi en fonction de la physiologie. C'est des gens qui ont une pathologie, exactement, qui ont un problème médical. C'est ce que je voulais dire. Mais bon, comme on parle un peu à tout le monde... Servez un verre d'eau à Marcel, s'il vous plaît. Angeline, vous aviez d'autres questions pour le docteur Jean-Michel Cohen? Oui, effectivement, parce qu'après les
fêtes, effectivement, on s'est bien restauré. Je voulais savoir s'il y avait des aliments low calories en dehors de l'ananas qu'on entend toujours. Enfin, s'il y avait des petites choses à nous conseiller. Alors c'est vrai, Oui, c'est déjà alors- l'ananas, c'est low calorie, peu de calories. Oui, c'est low calorie. C'est vrai que ce qu'on recherche pour se rassasier, c'est ce qu'on disait en début d'intervention, c'est des aliments à faible densité calorique, c'est-à-dire qui occupent beaucoup de volume, qui contiennent des fibres et qui remplissent, qui prennent de la place dans l'estomac. Alors il y a les fruits, effectivement, vous avez l'ananas, le pamplemousse, les fraises, le melon et la pastèque, qui sont des fruits très peu caloriques. Pourtant, il y a du sucre dans l'ananas, Non, dans ça a un dans goût les sucré, fraises. c'est pas la même chose. Ah, ça a C'est un un goût goût sucré, sucré. c'est pas la même chose. Et donc, moi, je m'en sers beaucoup de l'ananas. Ça, je donne un truc. Là, écoutez bien tout le monde. Je donne un truc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui grignotent le soir et je leur demande d'acheter de l'ananas, parfois congelé, même de temps en temps, en petits cubes, qu'ils laissent dans un saladier. Je leur demande de le saupoudrer même avec des édulcorants, parce que les édulcorants ne sont pas dangereux. Et ils grignotent ça, ils prennent ça carré par carré. Et puis, ça va les rassasier et ça contient beaucoup de fibres, donc c'est très intéressant. Le deuxième produit qui est extrêmement rassasiant, ce sont les viandes de dinde. Il y a eu des expériences qui ont été menées qui montrent que la viande de dinde, que les escalopes de dinde, elles ont un pouvoir rassasiant plus fort que certains autres produits. Et puis dernière chose qui va vous rendre service, il y a le potage, mais le potage, il est encore plus rassasiant quand on a gardé des petits bouts de légumes là-dedans. Il y a eu un test qui a été fait en Italie qui a montré que les potages qui avaient des petits bouts de légumes dans lesquels il restait des petits bouts de légumes à l'intérieur avaient un pouvoir rassasiant plus fort que les autres. Et dernier conseil, en général, l'exercice physique pratiqué en fin de journée, une marche de 20 minutes vers 18h réduit d'environ 15% le volume alimentaire qui est consommé pendant le repas. Alors on peut marcher le soir, avoir une activité physique, mais Voilà. le sport Alors plutôt vous marchez 20 minutes, le vous matin. croquez du Non, mais- chocolat et puis après c'est Pardon, bon quoi. il a dit 18h. Moi, je 19h. réagissais au fait de faire des exercices physiques. Oui, oui, oui. à oui. Plus tard, 22h, avant le c'est ça. coucher. 18h, À on est 18h, encore il est dans la encore journée. temps. On est d'accord. Bon, et le potage avec les petits bouts de légumes, Isabelle, c'est comme ça que vous procédez? Bah non, parce que moi, les filles, elles aiment pas quand il y a des morceaux. Ah oui, Donc, archi il faut oui. mixer, Eh oui. mixer. C'est Ça, c'est le côté velouté. Je pense que les enfants, si on les a pas mais vous habitués savez, petits, Isabelle, ils ont des problèmes. Rajouter de la crème fraîche et des petits lardons et alors là, vous allez voir. Ça, effectivement. Ouais, et vous allez faire exploser les calories pour le coup. Merci Angeline de votre appel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Et on vous souhaite encore à vous une bonne année. Dans un instant sur Europe 1, on va continuer de parler de votre bien-être et de votre santé au quotidien avec tous ces signes de fatigue que vous avez peut-être accumulés pendant cette période de fête. Là, juste avant la rentrée, on se demandera tout à l'heure avec le docteur Sidney Ohana comment retrouver un teint éclatant après ces fêtes. Elle a toujours le teint éclatant. C'est Isabelle Quenin qu'on retrouve dans un instant sur Europe 1 pour le journal de la santé. À tout de suite. Europe 1, Europe 1, Europe 1.